Salut à tous. Bon, n'attendez pas le deuxième salut, Rolly ne sera pas des nôtres ce soir. Je dis ce soir parce que même cette nuit, comme d'habitude, j'enregistre l'épisode à partir de minuit. Donc voilà, il ne sera pas avec nous, il n'est pas disponible. Donc je vais essayer de me prêter au jeu de cette analyse pronostique pour la première fois seul. Exercice qui sera pas évident puisque d'habitude on est sur une espèce de discussion où l'un fait évoluer la réflexion et l'analyse de l'autre. Là je vais essayer de faire évoluer ma propre réflexion avec les différentes personnalités que j'ai dans ma tête et donc j'espère que ça sera facile à écouter et que ça sera aussi intéressant que d'habitude. Donc l'analyse et le pronostic sera celui du combat main event de l'UFC 272, Colby Covington versus Jorge Masvidal, qui aura lieu la nuit du 5 au 6 mars à la T-Mobile Arena, pour un combat des poids mi-moyens. Comme d'habitude, on va commencer avec le tail of the tape. Donc, Colby Covington, on va commencer par lui. 1m80, une allonge d'1m82,9 cm, 16 victoires, 4 KO, 4 soumissions, 8 décisions. 3 défaites, 1 KO, 1 soumission, 1 décision. Donc pour le coup, lui, on peut pas dire qu'il y a une façon de le battre qui est plus facile que l'autre. Peu de défaites, mais en tout cas, voilà, une parité qui est respectée vraiment sur chaque manière de perdre. Masvidal, 1m80, même taille que pour Colby Covington, mais une allonge sensiblement plus grande, avec 1m88. Beaucoup plus d'expérience aussi pour Masvidal. 35 victoires, 16 KO, 2 soumissions, 17 décisions. Donc c'est quelqu'un qui a l'habitude d'aller à la décision dans ses combats. Donc ça, c'est pas quelque chose qui va jouer pour lui. Bon, on l'a vu aussi pour Covington, 8 décisions sur son ratio. C'est la moitié de ses combats. Donc c'est pas le cardio pour les deux qui vont leur faire défaut. Même si peut-être que Masvidal peut perdre un petit peu, en cardio au fur et à mesure du temps, mais si le combat dure, mais en tout cas c'est des gens qui ont l'habitude d'aller au bout. 15 défaites pour lui, 2 KO, 2 soumissions et 11 décisions. Et là on peut voir que c'est quelqu'un qui n'est pas facile à finaliser, que ça soit par KO ou par soumission, surtout que par KO, à part le KO de son dernier combat qu'il a subi face à Ousmane, la première fois c'était un TKO, donc pour le coup c'était pas un KO franc. Donc bon, en tout cas, voilà, on sait que si Masvidal perd, la plupart du temps, c'est parce que ça aurait été au terme du combat. Commençons, une fois n'est pas coutume, par la boxe. Donc, on va commencer par Covington. La première chose qu'on peut remarquer chez Covington, c'est qu'il est en garde de gaucher. Donc, pourquoi je note le point un peu plus que d'habitude, c'est parce que on sait que Covington c'est quelqu'un qui vient de la lutte à la base, et donc les lutteurs, contrairement aux boxeurs, ont la jambe forte à l'avant, donc la jambe droite à l'avant, et souvent on remarque qu'un lutteur qui se met au MMA aura cette fausse garde, pour la simple et bonne raison que ça ne dénature pas sa lutte et il continue à performer avec la lutte. En fait, on tourne autour du point fort du combattant qui est dans ce cas-là la lutte. C'est-à-dire que le fait de le faire boxer directement en fausse garde fait que lorsqu'il décidera de shooter dans les jambes, il sera beaucoup plus efficace et donc il pourra maximiser la réussite sur son point fort. À l'inverse, s'il était venu de la boxe, pour ceux qui viennent de la boxe pure et qui se mettent au MMA et qu'on les met en lutte, on les fait souvent boxer justement en fausse garde, c'est-à-dire avec la jambe gauche devant, encore une fois pour maximiser le point fort de boxeur du combattant, tout en faisant graviter une lutte à côté et en le forçant, entre guillemets, en forçant le fait d'être en fausse garde directement. Donc là, fausse garde de gaucher pour Colby Covington. Au niveau de sa boxe, c'est un combattant qui est très complet. Il utilise aussi bien des enchaînements pieds-points, en tout cas des jambes isolées, il est assez souple, il a une très belle boxe. Il utilise parfaitement son jab pour plusieurs raisons. En fait, il l'utilise pour un peu tout, c'est-à-dire prendre des informations, prendre sa distance et feinter. Il envoie un très gros volume de frappe. Donc c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va chercher à frapper fort, mais qui va chercher à envoyer beaucoup d'informations, beaucoup de frappes pour justement imposer son rythme
et surtout aussi imposer sa distance. Il veut pas, par ce volume de frappe, il veut empêcher en fait son adversaire de prendre l'ascendant sur le combat. Donc il est vraiment sur ce truc-là, même si on peut remarquer que depuis qu'il a changé de camp, depuis qu'il a quitté l'American Top Team, il est plus posé. Donc il a changé de coach, c'est des coachs qui sont beaucoup plus axés justement sur la boxe. Et donc on sent qu'il essaye d'être peut-être plus posé, d'avoir des enchaînements un peu plus poussés qu'avant, mais j'ai l'impression, moi, en tout cas, que ça lui fait défaut. D'ailleurs, c'est ce qu'on a pu voir dans le combat contre Ousmane, le deuxième combat, c'est que le début de combat, justement, avec on va dire un Colby Covington qui était moins dans la pression, qui était moins dans le fait de chercher à boxer et à donner beaucoup d'informations, envoyer de gros enchaînements, donc qui mettait moins de pression. J'ai l'impression que Ousmane justement arrivait plus facilement à lire sa boxe et était beaucoup plus dominant dans les premiers rounds. Et c'est au milieu du combat, quand il a commencé à revenir sur le Covington qu'on a l'habitude de voir, qu'il a recommencé à être un peu plus dangereux face à Ousmane et qu'il a repris un peu plus l'ascendant sur le combat. C'est-à-dire il est revenu plus dans le Covington du premier combat où c'était du rentre-dedans, c'était du à toi à moi avec de gros enchaînements. Donc je sais pas quel Covington on verra lors de ce combat face à Masvidal, mais je suis pas sûr que le pari de rester sur cette boxe posée justement avec des enchaînements, alors certes un peu différents d'avant, un peu plus comment dire, justement un peu plus puriste boxe. Je suis pas sûr que face à Masvidal, qui est un excellent boxeur, on le verra après, ça soit la bonne stratégie à appliquer. Je pense qu'un Covington en pression qui justement rentre dans Masvidal et vient vraiment chercher le contact sera peut-être plus à même d'avoir de la réussite sur la phase de boxe face à Masvidal. Il a de très beaux enchaînements pieds-points. Et on peut voir surtout que dans sa boxe, il cherche souvent à casser la distance. Alors tout simplement, comme d'habitude, quand on l'a vu, parce que c'est un lutteur, je vous l'ai dit tout à l'heure, et donc le fait de casser la distance permet de venir au contact et de choisir soit de venir toucher fort rapidement avec explosivité sur ses frappes, soit d'en profiter pour venir et de venir coller soit à la cage ou soit de venir shooter et de venir attaquer sur un takedown. On remarque souvent que, encore une fois, sur les lutteurs, c'est une façon de boxer qu'on retrouve souvent. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a fait l'analyse, par exemple, de justement Michael Chandler. J'ai failli oublier le nom, mais ça n'a pas été le cas. Chandler fait un peu la même chose. C'est-à-dire il va être très rapide, très explosif, il va casser très fortement la distance, ce qui va lui permettre de venir et de brouiller les cartes. C'est soit il va rentrer fort avec sa boxe, soit il va shooter dans les jambes, et ce qui va lui permettre de prendre l'ascendant et de prendre le temps sur l'adversaire et l'empêcher de se mobiliser pour sprawler ou pour contrer. Donc il cherche à casser cette distance avec des shifts de garde. Donc les shifts de garde, c'est quand on vient changer de garde, faire des espèces de pas. C'est-à-dire que quand on boxe, en général, on va avancer en pas chassé, entre guillemets. C'est-à-dire que la jambe avant reste la jambe avant. Maintenant, quand on shift, en fait, la jambe arrière va passer jambe avant et ainsi de suite. Donc on peut faire comme ça, on peut casser beaucoup de distance en changeant de garde et en faisant en sorte que justement le point avant devienne le point arrière et vice versa. Donc c'est quelque chose qu'il fait énormément. Ça lui permet de toucher durement grâce à des crochets larges ou avec des overhand, ou alors, comme je vous l'ai dit, de venir au contact. Il peut aussi casser la distance. Alors, il peut choisir un petit peu soit de shifter, ou alors il peut choisir d'envoyer des coups de genou sautés. C'est quelque chose qu'il fait très bien aussi. C'est-à-dire un peu à la manière de Charles Oliveira, où il va venir, il va sauter, envoyer son coup de genou et venir casser la distance pour ensuite pouvoir justement venir au clinch et travailler sa boxe. Un clinch d'ailleurs et des genoux qui sont dévastateurs justement quand ils sont utilisés au clinch.
C'est quelqu'un qui fait beaucoup de dégâts avec ses genoux et avec ses coudes à chaque fois qu'il est au contact. Donc c'est un truc où il faut énormément se méfier avec lui quand il casse la distance. On peut remarquer aussi qu'il a de très très bons déplacements, que ça soit en avançant, mais même en reculant. C'est-à-dire qu'il a une faculté quand il recule et qu'il est sous pression, en fait, à couper l'angle, c'est-à-dire à sortir de côté, c'est ne pas forcément reculer dans l'axe et se retrouver donc à un moment dos à la cage et donc coincé. On va le voir, il va reculer et sortir d'un côté ou de l'autre, ce qui va lui permettre de s'ouvrir une autre porte, en fait, pour pouvoir contre-attaquer. C'est-à-dire le fait de couper l'angle, il se retrouve légèrement de côté face à son adversaire et il va pouvoir réenclencher l'attaque. Donc c'est quelque chose qu'il fait très bien. Il a de très bons déplacements. Et c'est là où on voit qu'il a une belle boxe et que justement il a su rentrer dans le monde de la boxe, bien que ça soit un lutteur à la base. C'est que très souvent, quand on boxe et qu'on ne maîtrise pas bien justement sa boxe, on tourne souvent dans le même sens. On tourne souvent, on a du mal à changer de côté. C'est-à-dire que, je dis une bêtise, qui n'en est pas une, mais j'ai ma jambe gauche devant, je vais boxer et je vais tourner sur ma gauche, toujours sur ma gauche par exemple. Je vais faire un pas de côté. Je vais envoyer par exemple gauche-droite, je vais envoyer ma droite et je vais sortir, je vais aller sur ma gauche. Ou alors certains vont aller sur la droite et vont tourner toujours dans le même sens. Lui, il peut à la fois aller d'un côté comme de l'autre, et donc ça veut dire qu'il maîtrise parfaitement son footwork et ses déplacements, et qu'il a très bien assimilé comment justement pouvoir bouger intelligemment pour empêcher son adversaire de se mobiliser et de venir et de le toucher durement en fait, et de pouvoir le cadrer. En fait, l'idée en faisant ça, c'est d'éviter de se faire cadrer et donc d'être à la merci, de se faire coincer dans un coin et d'être à la merci de son adversaire. Donc voilà, il a aussi un très bon coup d'œil. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué et qu'il fait très bien, c'est qu'il arrive à esquiver dans l'échange. C'est-à-dire que quand il vient, alors il a tendance souvent à rentrer dans des échanges longs, c'est-à-dire rentrer à la bagarre. On l'a vu justement face à Ousmane dans le premier combat, mais même dans le deuxième combat en fin de combat, justement dans les derniers rounds, où on le voit en fait rentrer dans un gros échange. Et dans cet échange, en fait, au moment où l'adversaire va vouloir justement boxer et accepter la bagarre et boxer, il a un très bon coup d'œil, c'est-à-dire que quand la frappe vient, il va faire un léger retrait qui laisse passer la frappe pour mieux revenir. En fait, il va faire un in and out, mais vraiment dans l'échange. C'est-à-dire, il va envoyer sa première salve, boum, il va reculer et il va revenir tout de suite. Là où il aurait pu rentrer, sortir, tourner et revenir sur un autre échange, là, on le voit très clairement, et ça va très vite, c'est ce qui prouve qu'il le fait très bien, c'est qu'il envoie son échange, il recule, la frappe passe, il revient. Et ça, c'est quelque chose qui fait très bien et ce qui lui permet en fait de garder un ascendant dans l'action. C'est-à-dire qu'il est vraiment toujours au contact de son adversaire. Colby Covington, c'est quelqu'un qui gère la distance. Il veut gérer sa distance, il veut en fait mettre le combat dans une distance. Et le fait de faire ça et de revenir au contact fait que il ne désengage pas et donc il arrive à laisser son adversaire à la distance où lui-même est à portée. D'accord, à portée de créer du dégât. Et c'est quelque chose qui fait très bien et c'est quelque chose qu'il aura peut-être du mal à faire face à un Masvidal qui lui, pareil, il a de très très bons déplacements et n'hésite pas en fait à prendre une distance qui est beaucoup plus longue. Covington, comme je vous l'ai dit, là, il aime rentrer à la bagarre, mais à une bagarre intelligente, et donc il aime rester à distance de frappe. C'est-à-dire qu'il ne va pas chercher à reculer loin pour revenir réattaquer. C'est une fois qu'il est dans la distance, il y reste. Et donc Masvidal qui lui prend souvent de la distance pour revenir après, et en plus comme il a une plus grande allonge, il aura tout intérêt à faire ça. C'est quelque chose où justement on va voir si Covington va arriver à imposer ce style-là et ce rythme-là. Donc je suis très curieux de voir comment ça va se passer samedi soir, de voir comment va gérer justement Covington avec l'allonge de Masvidal. On sait qu'il l'a bien géré, qu'il est resté dans la distance avec Ousmane qui a une plus grande allonge aussi que lui, mais
Ousmane aime rester dans cette distance, c'est-à-dire que c'est pareil, c'est pas quelqu'un qui va faire du in and out et qui va sortir, qui va prendre, comment dire, qui va chercher à reculer pour mieux revenir. Non, il va rester aussi lui-même à la bagarre, venir faire ses déplacements. De toute façon, c'est ce qu'il fait très bien, c'est ce qu'il travaille avec son coach, c'est-à-dire que c'est du déplacement chirurgical, ce qui permet de toucher avec son anglaise. Donc c'est pour ça, il reste dans une distance de boxe. On va voir là avec Masvidal comment ça va se passer. Chose qu'il fait très bien aussi et qu'il va falloir se méfier, c'est ses uppercuts. Il utilise énormément et beaucoup ses uppercuts et avec qu'il incorpore très bien dans ses enchaînements. Il a beaucoup de réussite avec ses uppercuts. Il a beaucoup touché justement Ousmane avec ces uppercuts là. En général, il envoie uppercut crochet. C'est des enchaînements qui découlent bien et qui sont très efficaces. L'uppercut étant très utile face à des lutteurs. Et lui met ça très très bien en place. Après, je ne pense pas que de toute façon, en parlant de lutteur, que Masvidal va chercher à shooter dans les jambes de Covington. Ça sera pas son intérêt. Donc voilà, mais c'est une arme anti-lutteur, l'uppercut qui est fabuleuse et elle est très bien maîtrisée justement par Covington. Bon, je pense avoir fait le tour et le tour était grand pour Covington parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses à dire sur sa boxe qui vraiment est très très efficace. Donc on va passer à Masvidal. Donc Masvidal, à mon sens, c'est un des meilleurs boxeurs de l'UFC. Il faut pas oublier qu'il a commencé par la boxe de rue, donc boxe à main nue à l'époque de Kimbo Slice, dans la cour de de Kimbo Slice où il venait se foutre sur la gueule avec des mecs sans gants. Voilà, on a tous vu ces vidéos-là il y a des années. C'est là où on a tous découvert d'ailleurs Kimbo Slice. Et Masvidal a commencé avec ces combats-là, ces espèces de combats de rue, et avec un grand succès parce qu'il est invaincu. Il a été invaincu dans la rue. Et c'est comme ça, en fait, grâce à ces combats-là, qu'il a été repéré dans le MMA et qu'il a commencé à rentrer voilà, dans les différentes organisations jusqu'à atteindre l'UFC. D'ailleurs, il explique que pour lui, combattre à l'UFC, enfin en MMA, c'est très sécurisant. Et comment dire, il a beaucoup moins de crainte à combattre en MMA qu'il n'avait à combattre justement dans les combats de rue. Pour lui, c'est de l'amusement en fait de combattre en cage. Donc, niveau psychologique, il est toujours là. Il est toujours bien. Il n'y a jamais une crainte pour lui parce qu'il a tellement vécu justement avec son passé dans les boxes de rue, des combats justement où il aurait pu tomber. Il n'y a pas de médecin, il n'y a rien, il n'y a que lui et ses poings. Que maintenant qu'il est là dans un environnement sécure, en fait, c'est beaucoup plus rassurant pour lui. Alors, lui aussi, il a une boxe qui est très complète. Mais plus que ça, on peut dire que Masvidal, moi, ce qui me marque, en fait, quand je pense à la boxe de Masvidal, c'est une boxe qui est sale, dirty boxing. C'est quelqu'un qui cherche, en fait, à faire mal. Il cherche vraiment à faire mal sur tous ses coups. Enfin, peut-être pas sur tous ses coups, mais en tout cas, quand il prend l'ascendant sur l'adversaire, quand il l'a touché, c'est là à la vue du sang, c'est comme le requin, quoi. Il a vraiment envie d'aller et vraiment de faire mal à son adversaire, soit avec de gros coups de coude. Donc beaucoup de coups de coude, beaucoup de coups de genoux, et surtout il engage beaucoup ses frappes. Que ce soit son bras arrière ou son middle kick de la jambe arrière, à partir du moment où il sent qu'il a l'opportunité de le mettre, il va tout mettre dedans. Son middle kick, il est dévastateur. Surtout quand il arrive à sonner son adversaire, je vous l'ai dit, à prendre l'ascendant sur l'adversaire, derrière, les frappes au corps, elles pleuvent. En fait, c'est ça que j'aime dans la boxe de Masvidal, c'est que là où beaucoup sont centrés sur les coups à la tête, d'ailleurs c'est un peu le cas de Covington, j'ai oublié de le dire, mais c'est vrai qu'il frappe énormément à la tête. Masvidal, lui, dès qu'il peut, il va chercher à matraquer le corps. On sait que c'est très intelligent parce que matraquer le corps, c'est user l'adversaire. Les coups à la tête mettent KO, les coups au corps mettent aussi KO, c'est-à-dire si on vient choper le foie, on peut mettre KO, d'accord. Donc il y a pas que le foie d'ailleurs, mais on peut facilement mettre KO au corps. Mais c'est surtout que ça baisse la barre d'énergie. Chaque frappe au corps baisse la barre d'énergie de l'adversaire.
Donc imaginez, hein, comme dans les jeux vidéo avec la petite barre jaune là qui devient rouge au fur et à mesure du temps. C'est vraiment ça qui se passe à chaque fois qu'on frappe au corps. Et donc c'est pour ça que Masvidal, dès qu'il a commencé à toucher en haut, toucher et sonner son adversaire, on va le voir rentrer forcément avec des middle ou même avec des crochets au corps. Face à Ned Diaz, face à Diaz, par exemple, il était beaucoup venu justement avec ses frappes qui ont vraiment matraqué les côtes de Diaz. Il envoie peu d'uppercuts par contre, lui, contrairement à Covington, ce qui peut faire défaut face à un bon lutteur. Maintenant, c'est vrai qu'il compense par ses déplacements. On en a parlé tout à l'heure. Il cherche vraiment à être à distance. Lui aussi, c'est pareil. Il va pas tourner dans le même sens. Il va venir, il va couper les angles. Et puis quand il va rentrer vraiment en profitant de l'allonge qu'il a. C'est-à-dire qu'il va venir vraiment de loin et envoyer très fortement, comme je vous ai dit, le bras arrière ou la jambe arrière, ce qui va lui permettre de casser beaucoup de distance, puisque c'est des armes longues, il va envoyer des directs hein, pour la plupart du temps, donc le direct du bras arrière, et il va venir casser la distance. Une chose aussi qui est très bonne pour lui, et qui peut justement faire basculer un combat, c'est qu'il est très imprévisible. Il sait être imprévisible et surprendre ses adversaires, ce qui le rend vraiment dangereux. Donc on l'a vu, bon, il a été touché par la grâce ce jour-là, mais il a tenté le coup de genou sauté face à Askren. Askren qui était invaincu, il l'a mis KO en 10 secondes juste en courant sur lui, en envoyant un coup de genou. C'est un boxeur qui est très intelligent, d'accord. Il a un fight IQ qui est très bon, c'est-à-dire qu'il s'est dit, voilà, quelle est la réaction qu'aura mon adversaire si je cours sur lui. Askren étant un des meilleurs lutteurs du MMA, il l'a prouvé tout au long de sa carrière, il s'est dit voilà, si je cours sur lui, il va descendre de niveau, il va me rentrer dans les jambes. Donc, quand je vais courir sur lui, je vais envoyer un coup de genou sauté. J'ai une chance sur 2 que le coup de genou touche et que je le mette KO, ou si pas KO, en tout cas que je crée du dégât. Et voilà, son pari a été gagnant. Contre Diaz, pareil, c'est différent, c'est que il a été opportuniste, mais sa dirty boxing, ses coups de coude et son côté imprévisible ont conduit à envoyer cette espèce de middle kick qui en fait est devenu un high kick puisque Diaz était descendu d'un niveau pour lui ouvrir l'arcade et donc finalement gagner ce combat, pas tout de suite, mais au fur et à mesure du temps, à cause de cette coupure en fait qui va permettre d'arrêter le combat puisque le médecin à bout d'un moment va dire non stop, la coupure est trop profonde donc on arrête le combat. Donc surprenant, très dangereux, très opportuniste, une bonne intelligence, une bonne lecture du jeu dans le combat. Donc voilà, il faut juste qu'il fasse attention parce que c'est quelqu'un qui se fait souvent saisir les jambes et qui se retrouve souvent dos à la cage. Maintenant, bon, il se retrouve dos à la cage, mais c'est pas forcément dommageable pour lui, pour la simple et bonne raison que quand il est à la cage en boxe, c'est là aussi qu'il est le plus vicieux, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il a cette faculté à pousser avec son avant-bras et prendre, créer une distance avec son adversaire pour envoyer des coups dévastateurs. Justement, le départ de l'action avec l'ouverture de l'œil de Diaz, ça part de là. C'est-à-dire qu'il est dos à la cage, il prend de la distance avec son avant-bras, il envoie un gros coup de coude et ensuite l'enchaînement se fait. Mais le coup de coude qui part au début de l'enchaînement, c'est un coup de coude qui est très très dur à encaisser. Donc voilà, c'est vraiment voilà, dos à la cage pour lui, c'est pas un problème. Il va chercher en fait chaque situation. Dans chaque situation, il va chercher à causer du dégât et à faire mal. C'est vraiment ça la force de Masvidal. C'est que c'est pas pour rien s'il a la ceinture du best motherfucker qu'il a eu justement du baddest motherfucker qu'il a eu contre Diaz. C'est parce que voilà, c'est un combattant qui est réputé pour être vraiment sale. Il va pas chercher à respecter son adversaire, il va vraiment chercher à lui faire du dégât. Pour ce combat, je donnerais pour ma part l'avantage à Masvidal pour la simple et bonne raison que même si Covington a une belle boxe,
si on parle que de boxe, Masvidal est meilleur. Je pense que sa boxe, elle est plus, peut-être pas plus variée, mais peut-être plus efficace. Pour les raisons que j'ai évoquées. Le fait que justement il cherche à créer du dégât et voilà, et son engagement sur les frappes. C'est-à-dire que là où Covington va chercher à faire du volume et va pas forcément mettre KO entre guillemets, voilà, il va chercher à toucher énormément. Masvidal, si. Masvidal va chercher à vraiment à faire mal et à casser, à essayer de mettre KO, et donc je donnerais l'avantage à Masvidal pour ce combat-là. Surtout que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai hâte de voir comment Covington va essayer d'imposer sa distance face à Masvidal qui est évasif, qui va chercher à prendre de la distance, à revenir, à se déplacer continuellement pour éviter justement de tomber dans la distance de Covington. Passons à la lutte. Alors, Covington, bon, je l'ai dit en préambule, c'est un excellent lutteur. Il vient de la lutte à la base. Il a des techniques très variées. Donc, au centre de la cage, il va souvent chercher à attaquer en single leg. Sinon, il profite de la pression qu'on lui met en boxe pour venir coller à la cage. Enfin, plutôt qu'il met en boxe pour venir coller à la cage où il est très bon. Et là, il y a deux choses qu'on peut remarquer quand il colle à la cage. Soit il passe dans le dos de l'adversaire, et il y reste, soit il descend très bas jusqu'à saisir les chevilles pour tracter la jambe de l'adversaire, et même quand il fait tomber, il cherche à la garder en fait, tout simplement pour empêcher l'adversaire de se relever. C'est comment dire, c'est une façon de limiter le risque quand il est à la cage justement, et de moins se faire frapper par l'adversaire. Je m'explique, quand on colle un adversaire à la cage et qu'on cherche à attaquer dans les jambes, souvent on vient au niveau des hanches, enfin en tout cas sous les fesses. On passe en fait sous le centre de gravité. Quand on veut amener un adversaire au sol, on cherche à passer sous son centre de gravité, donc pour pouvoir justement le faire basculer. Donc quand on vient en dessous les fesses, on est sous le centre de gravité, mais on est à portée, et ça c'est quelque chose qui se fait énormément en ce moment à l'UFC, c'est que dès que quelqu'un vient et descend d'un niveau, il y a les coups de coude qui pleuvent. Donc il faut être très rapide pour amener au sol, parce que sinon on prend une salve de coups de coude, et au mieux ça fait mal, au pire on peut mettre KO avec ça. Le fait de descendre très bas et de venir au niveau des chevilles, ça limite complètement en fait l'opportunité de prendre des frappes. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en prendre, mais elles seront beaucoup moins dévastatrices que si on est à la hanche. Parce qu'à la hanche, les coudes sont très proches en fait. C'est très facile de mettre un coup de coude à la hanche. Maintenant, si on met un coup de poing à un mec qui est au niveau des pieds, ça frappe beaucoup moins de dégâts. Et donc c'est très intelligent de pouvoir faire ça. De faire ça et de pouvoir le faire, mais ça passe justement grâce à ces années de lutte avant de rentrer dans le MMA. Donc voilà, sur les passages dans le dos, on a vu aussi, alors face à justement Ousmane dans le deuxième combat, qu'il est capable de le faire aussi en shootant directement dans les jambes de l'adversaire. Donc il l'a fait un moment, il est passé dans le dos, il a réussi à mettre Ousmane sur les genoux, et Ousmane s'est bien relevé par la suite. Mais en tout cas voilà, s'il est capable de faire ça à Kamaru Ousmane, il est capable de faire ça à n'importe qui, c'est-à-dire shooter double leg directement au centre de la cage, pour ensuite se relever et faire une transition pour passer dans le dos. C'est quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il fait beaucoup. De toute façon, il a intérêt à le faire, parce que c'est une position dans laquelle on contrôle bien l'adversaire, on minimise aussi les risques de contre. On peut se frayer une voie vers l'étranglement. Enfin, chercher le dos dans le MMA, c'est quelque chose qui est très intéressant. Parce qu'on peut frapper avec des coups de genoux au niveau des cuisses, à l'arrière des cuisses, au niveau du nerf sciatique aussi, au niveau de la fesse. Ça, c'est quelque chose... Quand vous voyez un combattant en fait passer dans le dos de l'adversaire et envoyer des coups de genoux dans la fesse, ne vous dites pas que c'est pour fatiguer l'adversaire, c'est pour lui faire mal, mais c'est surtout qu'on vise le nerf sciatique, et c'est quelque chose qui après par la suite crée énormément de dégâts et fait en sorte en fait de créer une douleur intense, ce qui empêche l'adversaire aussi après de pouvoir se déplacer correctement, et aussi de frapper avec puissance. Parce que n'oublions pas que la puissance de frappe en boxe vient des jambes. Donc si on tétanise une jambe en martelant le nerf sciatique,
donc il passe justement au niveau de la fesse, à ce moment-là, c'est très compliqué ensuite d'être efficace, que ça soit sur la boxe ou même que ça soit dans les phases de lutte. Donc voilà. Donc je l'ai dit, pour finir, Colby Covington est capable aussi de shooter justement avec des gros double legs qu'il pourra tenir jusqu'à atteindre la cage. Donc l'objectif pour lui souvent, hein, c'est vraiment d'aller chercher justement ce contrôle à la cage, parce qu'il est très efficace, même quand il amène l'adversaire au sol, pour le maintenir en utilisant la cage. Voilà, c'est encore un lutteur qui a su exploiter l'outil qui est la cage pour pouvoir renforcer sa lutte justement dans ses combats. Au sujet de Masvidal, il a une très bonne lutte défensive. Donc ça, on a pu le voir dans son combat contre Ousmane, dans le premier combat contre Ousmane, où bien que Ousmane est un bien meilleur lutteur, on a vu justement Masvidal pouvoir se sortir justement des single legs et tout ça, en prenant beaucoup de distance, en s'enfuyant, en essayant de ne pas rester au contact, de faire lâcher les jambes, de faire en sorte de ne pas se faire contrôler. Donc il réagit très bien d'ailleurs sur les scrambles, afin de rester dans des positions dominantes, ou dans une situation où il n'est pas en danger. Donc c'est vraiment, pour le coup, il réagit très très bien dès qu'on essaie de l'amener au sol. Il est très instinctif, il a très bonne base en lutte, hein, de toute façon, on le sait, à l'American Top Team, il travaille énormément la lutte, il y a énormément de gros lutteurs. Donc il y avait le Colby Covington justement à l'époque, on en parlera tout à l'heure. Et donc on voit que sa lutte et ses défenses en lutte sont toujours à chaque sortie de plus en plus bonnes. Donc, et d'ailleurs, il a fait un énorme travail qui n'a pas pu payer de toute façon face à Ousmane pour le deuxième combat, pour justement lutter contre la lutte. Lutter contre la lutte, c'est une sacrée phrase ça, pour pouvoir essayer d'annihiler la lutte de Kamaru Ousmane lors du deuxième combat, en espérant que ça se passe comme dans le premier. Et donc je pense que tout ce qu'il a emmagasiné dans ce camp pour le combat contre Kamaru Ousmane 2 sera des armes plus qu'utiles contre Covington justement là lors de ce combat-là. Bon, comme je disais, il n'a pas pu vraiment le mettre en place, on n'a pas pu véritablement l'analyser parce qu'au deuxième round, il s'est pris un KO sale de Kamaru Ousmane. Mais en tout cas, voilà, on sait qu'il y a une bonne partie de sa prépa qui s'est fait sur les réactions face à un lutteur, et le fait de pouvoir se relever, de reprendre des positions, enfin en tout cas de ne jamais être en danger sur la lutte de son adversaire. Donc justement, j'ai hâte de voir si ces progrès, à quel point ces progrès vont permettre à Masvidal de contrer les offensives en lutte de Colby Covington. Donc, que je reprenne un petit peu mes notes. Ouais, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, sur les single legs, il va se retourner et prendre beaucoup de distance pour justement ne pas se faire saisir la jambe. C'est ce que je disais tout à l'heure au sujet du combat contre Ousmane. À la cage, il est bon, il est puissant, il pousse fort avec son avant-bras. Je vous l'ai dit, c'est pour frapper, mais c'est aussi pour pouvoir empêcher l'adversaire de venir et de dérouler son jeu de lutte à la cage. Donc voilà. Pour ce combat, je verrai tout de même, parce que justement, on n'a pas vu assez le travail de Masvidal, justement en défense au sol suite au camp pour Ousmane 2. Donc il y a encore des petites incertitudes sur ce qui va pouvoir sortir comme jeu sur ce combat. Mais donc pour ce combat, je verrai quand même Covington donc plus fort, même si à mon sens il faut qu'il évite quand même la lutte à la cage. Voilà, il faut qu'il essaye de l'amener au sol. Là, il sera plus fort. À la lutte à la cage, la puissance de Masvidal, les coups de coude, les coups de genou, enfin tout ce qui lui permette de faire du sale justement contre la cage, même si on n'est pas dans la lutte, hein, quand je parle de coups de genou, mais bon, ça joue sur ces phases-là. Je pense qu'il prendrait un risque de rester, après peut-être que je me trompe, hein, mais dans cette zone de combat. Donc voilà, mais sinon je donne un avantage quand même à Covington, qui est bien meilleur lutteur,
Et puis, bon, on en parlera tout à l'heure dans les à côté, mais il y a beaucoup de rush, de vidéos de l'époque où les deux étaient très amis, où ils étaient justement colocataires et où ils s'entraînaient tout le temps ensemble, pour voir que la domination de Covington en lutte contre Masvidal, elle est énorme. Elle est énorme. Donc pour ce combat, Covington meilleur que Masvidal pour la lutte. Au sol. Donc au sol, Covington. Il est très à l'aise au sol. Il a la même stratégie qu'en lutte, en fait. Il cherche à prendre le dos pour frapper ou aller chercher l'étranglement. Donc voilà, même si, alors pour aller chercher l'étranglement, je vous l'ai dit, quand je vois des soumissions, j'essaie de voir quelle est la dernière soumission qu'a mis le combattant, et donc on peut voir qu'il n'a pas soumis depuis 2016. Donc ça commence à faire quelques petites années. Depuis voilà, ses victoires se sont faites soit à la décision, soit, enfin voilà, mais en tout cas pas à la soumission. D'ailleurs on le voit, on voit qu'au sol il cherche plus à contrôler que plus qu'à soumettre. Ou alors l'expérience de ses adversaires fait que la soumission est beaucoup moins facile. Je pense, il y a un combat qui me vient en tête quand je pense à ça, c'est contre contre eux, bien sûr, contre contre Robbie Lawler. Contre Robbie Lawler, où justement, après l'avoir amené au sol, il est dans le dos de Robbie Lawler tout le long du combat, enfin dans le dos, entre guillemets, hein, où il est sur l'arrière de Robbie Lawler, puisqu'il met pas forcément les crochets, mais on le voit en train d'essayer de placer ses bras et essayer de passer ses bras pour essayer d'étrangler. Et Robbie Lawler arrive très bien à défendre. Alors, il prend des frappes, il est contrôlé, il l'épuise au sol sur le fait de justement le contrôler au sol. Mais voilà, en tout cas, il n'arrive pas à finaliser le combat. Donc, très à l'aise au sol, très bon pour prendre le dos, mais niveau soumission, voilà, ça fait très longtemps qu'il nous a pas prouvé qu'il était capable de finaliser un adversaire. Surtout un adversaire comme Masvidal qui est très difficile à soumettre. Donc si on passe à Masvidal, alors très peu, voilà, il y a très peu de choses à dire sur le sol parce qu'effectivement c'est pas une zone où il y passe du temps. Quand il y est, c'est pour contrôler, mais sinon voilà, c'est pas quelque chose où voilà, c'est pas le domaine qui marque le plus Covington. Masvidal, lui aussi, je sais pas s'il est sous-estimé au sol ou pas, mais pour ma part, je le trouve très bon. Et donc, comment dire, et il ne cherche pas forcément à soumettre. Par contre, il a une défense au sol qui est extraordinaire. C'est quelqu'un qui est capable de résister à n'importe quelle soumission. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est très difficile à soumettre. Il a pris seulement 2 soumissions en carrière. Voilà, et quand il est au sol, il cause encore une fois énormément de dégâts. En fait, c'est un combattant, quel que soit le niveau de combat, que ce soit debout, que ce soit en lutte ou que ce soit au sol, il va toujours chercher à causer du dégât. On l'a vu face à Ousmane 2, quand il se fait amener justement par Ousmane. Il y a un moment où avant de se relever, il prend de la distance et en même temps, il envoie une salve de coups de coude énorme qui font mal à Ousmane, ça se voit, hein, et qui lui permettent en fait de se relever par la suite. Donc voilà, il a une très bonne gestion de l'adversaire. Il sait comment se positionner, placer ses pieds pour ne pas se faire passer la garde. Il a une très bonne garde pour garder de la distance, pas prendre de dégâts, pas prendre énormément de frappes, lui en causer et se relever. Donc vraiment très bon. Et puis on sait que il a défendu Maia aussi justement pendant longtemps. Il était avec Maia dans son dos. On sait ce que ça donne un Demian Maia dans le dos. Et donc il a réussi à survivre. De toute façon, c'est l'étalon. Le maître étalon. Quand on parle de maître étalon, c'est le point de référence. Si on arrive à survivre à Maia dans son dos, c'est que de toute façon on est assez bon au sol pour pouvoir survivre à n'importe qui. Donc voilà, je ne vois pas justement Covington être assez fort pour mettre en danger un Masvidal au sol, quand ils arriveront au sol. Je ne parle pas de lutte, mais vraiment sur la partie au sol. Donc pour ce combat, c'est difficile pour moi de voir quelqu'un émerger par rapport à l'autre. Donc à mon sens, c'est une égalité. À mon sens, c'est une égalité, c'est-à-dire que
dans tous les cas, je vois pas l'un des deux prendre un ascendant suffisant pour pouvoir terminer le combat au sol. Alors, je vais mettre de gros guillemets, c'est-à-dire que si quelqu'un est touché et qu'il est finalisé par un grand endpoint au sol parce qu'il a été touché, pourquoi pas. Mais sur les deux combattants en pleine lucidité sur une phase qui irait au sol, je vois pas l'un d'entre eux prendre l'ascendant sur l'autre. Donc, pour moi, voilà, personne ne sera dominant par rapport à l'autre sur ce domaine-là, sur cette phase de combat. Passons aux à côté. Alors, gros passif pour les deux. Donc encore une fois, et en plus, alors c'est très très poussé au niveau de l'UFC. Ils essaient de faire, voilà, il y a eu, c'est à la mode en ce moment. Hein. On a vu Gane contre Ngannou avec les deux anciens partenaires du MMA Factory qui vont s'affronter, qui n'étaient pas amis, mais ils auraient pu l'être. Mais donc ils ont fait tout un storytelling autour de ça. Bah là, c'est la même chose, mais encore plus poussé parce que là, pour le coup, on a deux personnes qui étaient donc d'anciens partenaires d'entraînement à l'American Top Team, mais en plus de ça, qui étaient les meilleurs amis du monde. Donc les mecs étaient colocataires, il y a eu un feeling qui est passé entre les deux. Covington est arrivé donc à l'American Top Team et a été pris sous l'aile de Masvidal. Et pour le coup, voilà, c'était jamais l'un sans l'autre. En gros, on avait l'impression d'être dans un film américain. Vraiment, pour le coup, à nous deux contre le monde, on gagnera. C'est vraiment ça. Il y avait vraiment, en plus, ils jouaient là-dessus. C'est-à-dire que dans les interviews, dans tout, on voyait que c'était eux contre le reste du monde. Si eux deux étaient ensemble, rien ne pouvait les arrêter. Donc une amitié sans faille. Une amitié qui a sauté littéralement, qui a explosé en vol à partir du moment où Covington a quitté l'American Top Team. Et donc là, à partir de là, ils se sont mis à se détester. Alors, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. J'avoue que j'ai pas passé plus de temps que ça non plus à savoir le pourquoi du comment de qui a décidé de détester qui en premier. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on s'en fout complètement. La seule chose, c'est en fait, c'est au moment du combat, au moment de l'affrontement, est-ce que justement ce différend, parce qu'ils cherchent en fait à s'affronter depuis un moment pour régler ce différend qu'il y a entre eux. Alors est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est faux? On n'en sait rien. Bon, je pense que voilà, effectivement, s'il y a vraiment cette scission entre les deux, c'est que les deux se détestent vraiment, hein, que c'est pas juste pour faire du business et essayer de s'affronter un jour et de faire monter la cote, même si parce qu'on voit de toute façon que ce type de comment dire, de haine entre les deux ne fait pas augmenter le pay-per-view. Ça l'a pas fait pour Ngannou Gane, et je suis pas sûr que ça le fera plus que ça pour ces deux-là. Mais si c'est une vraie haine qu'ils ont entre les deux, ce qu'il faudra voir, c'est si la haine ne fera pas commettre des erreurs fatales justement à l'un des deux. De se précipiter, de vouloir absolument finir, de vouloir punir en fait son adversaire au point d'en oublier son style et au point de se mettre dans une zone de danger entre guillemets, de faire en sorte que voilà quoi, que la haine n'est jamais le bon moteur. En fait, c'est ça. Et je vous renvoie à Never Back Down pour les fans de MMA. Never Back Down 2, quand il dit la haine n'est jamais le bon moteur pour gagner un combat. Et l'autre lui dit mais ça te donne plus de force. Non, parce qu'en fait tu vas faire des conneries, tu vas te précipiter, tu vas pas être lucide et tu vas perdre. Et ben là on est un peu dans ce cas de figure là. Grosse référence cinématographique que je vous lâche là. Si vous l'avez pas vu en tant que fan de MMA, si vous voulez voir Eddie Bravo, Lyoto Machida dans un film de MMA, allez-y, ils font que des petites apparitions, mais en tout cas voilà, c'est tous les fans de MMA devraient voir les Never Back Down. Et donc voilà, ce que j'ai hâte de voir, c'est si cette haine qu'ils ont entre les deux va influer justement sur le combat, sur le fait de rester assez lucide pour mettre en place le bon game plan et aller chercher la victoire sur l'autre. Ensuite, il y a quelque chose que j'ai entendu il y a pas longtemps. Alors ça, il faut toujours dire d'où ça vient quand ça provient. Ça sort pas de ma tête, mais c'était Chris Gainash qui disait aussi je trouvais ça très intéressant, que le fait que les deux veuillent absolument s'affronter alors qu'ils se connaissent à la perfection, qu'ils se sont entraînés ensemble et qu'ils ont été
ouais, vraiment de gros partenaires d'entraînement. C'est-à-dire que l'un a fait évoluer la lutte de l'autre pendant que l'autre a fait évoluer la boxe de l'autre. Donc vraiment, les deux se connaissent parfaitement et ont apporté l'un à l'autre. Ils se sont complétés l'un avec le style de l'autre. Et donc, si les deux veulent s'affronter, ça veut dire que les deux ont en eux la possibilité de penser qu'ils sont capables de battre l'autre. C'est qu'ils ont trouvé une faille, ils savent que en actionnant telle manette, tel levier, ils pourront battre donc Colby Covington, Masvidal et Masvidal Colby Covington. Donc s'il y en avait un qui était vraiment dominé par rapport à l'autre, il ne chercherait peut-être pas à ce point-là ce combat. Donc c'est intéressant de se dire que chacun voit le chemin pour battre l'autre et de voir qui va réussir à imposer justement ce chemin lors de ce combat-là. Donc voilà, pour le coup, c'est beaucoup plus intéressant que Gane contre Ngannou, qui ont juste fait quelques sparring ensemble pour quelques camps, avec là, justement, des gens qui ont vécu ensemble, qui ont mangé ensemble, qui ont dormi ensemble, qui ont fait tout ensemble, qui étaient dans le coin l'un de l'autre aussi lors des combats, qui vibraient dans la victoire et qui pleuraient dans la défaite l'un pour l'autre. Donc là, pour le coup, ça, j'ai hâte de voir à quel point ça va influer dans ce combat. Passons maintenant au game plan. Donc, je vais commencer par Colby Covington. À mon sens, il doit faire un peu un bis repetita du combat qu'il a fait contre Lawler. C'est-à-dire ne pas chercher forcément à s'attarder sur la lutte, mais plus aller chercher à mettre une très grosse pression très vite à la lutte. Qu'est-ce que j'ai dit juste avant? Ne pas s'attarder à chercher à boxer particulièrement, pardon. Je me suis emmêlé les pinceaux, mais plus à aller très vite à la lutte et chercher à dominer les rounds au sol. C'est-à-dire essayer de pas forcément chercher à finaliser, mais à garder ce contrôle, à venir, à mettre une très grosse pression, il l'amène au sol et ensuite il mange le temps avec le sol en essayant de le conserver grâce à sa lutte en enchaînement, à faire en sorte de l'empêcher de se relever, de venir, de passer dans son dos et de temporiser comme ça en envoyant quelques frappes, en étant toujours actif, mais vraiment voilà, à dominer les rounds, à maximiser le temps qu'il aura en contrôle sur son adversaire. Donc pas forcément lutter à la cage, ça je l'ai dit tout à l'heure, car Masvidal est vraiment dangereux, mais vraiment chercher à descendre très bas, c'est-à-dire à venir au contact, mais grosse pression à la cage, descendre très bas, comme on a dit tout à l'heure, venir au niveau des jambes, venir au niveau des chevilles, tracter, tirer, le garder, le contrôler et passer dans le dos, essayer de le fatiguer justement à la lutte, pour ensuite, par contre, pouvoir dérouler sa boxe une fois que Masvidal sera beaucoup moins mobile. Et c'est-à-dire là se mettre vraiment dans la zone justement où il sera le plus à l'aise. Pour Masvidal, lui, il a tout intérêt à boxer. Donc il devra être très bon dans ses déplacements, surtout déplacements latéraux, puisque de toute façon, comme je l'ai dit, il utilise très peu les uppercuts. Donc voilà, il aura besoin en fait pour éviter de se faire avoir en lutte, de vraiment être fort sur le fait de se déplacer et de couper les angles avec son adversaire. Donc voilà. Et comment dire? Et je disais, oui, changer de sens de rotation, effectivement, ça c'est pareil, c'est dans ses déplacements. En fait, il faut vraiment qu'il essaie pour une fois, de ne pas rester dos à la cage, de vraiment essayer de sortir à chaque fois d'un côté de l'autre et de revenir et pareil de chercher les coups durs comme il a l'habitude de faire. Vraiment faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire imposer sa boxe tout en essayant de faire en sorte de ne pas se retrouver dans les conditions où il pourra être en position de se faire lutter, justement. Après, j'ai quand même envie de voir Colby Covington chercher à l'amener et de voir les progrès qu'il aurait fait, qu'il a fait en tout cas, potentiellement il aurait fait lors de son camp face à Usman, en espérant qu'il ait continué sur cette voie dans le camp face à Covington, ce que je pense, étant donné qu'il connaît le niveau de lutteur de Covington. Donc j'aimerais bien le voir dans ses réactions aussi en lutte, voir la progression qu'il est encore capable de faire malgré sa grosse expérience et son gros passé dans le monde du MMA. Donc, moment qu'on attend tous, les pronostics. Alors, pronostics, jamais évident, parce qu'on est dans le MMA, il y a beaucoup de
de facteurs. Hein. Ce qui compte, c'est surtout l'analyse. Les pronostics, c'est plus la cerise sur le gâteau, on va dire. Mais donc pour ce combat, je verrai quand même. Je vais faire des pourcentages comme d'habitude. Covington à la décision à 75-80%. Alors après, je peux peut-être me tromper, mais en tout cas, ouais, je verrais ouais, 75-80% Covington à la décision. J'ai du mal à le voir finaliser Masvidal, que ça soit en boxe, parce qu'il n'a pas le punch de Usman qui a pu l'éteindre sur un coup de poing. On le sait, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors après, c'est vrai que c'est une grosse inconnue, parce que un KO comme ça, alors, sa mâchoire, elle est, voilà, il a pris des coups, mais il n'a pas pris énormément de KO dans sa carrière, donc voilà, un seul KO ne va peut-être pas détruire la mâchoire de Masvidal, mais un KO comme ça, faut quand même s'en remettre, et donc ça aussi, c'est un élément, voilà, qu'on ne connaît pas encore, c'est une grosse inconnue pour ce combat, mais bon, je ne vois pas quand même, comme je disais, Covington finalisé par KO Masvidal, et je ne le vois pas le soumettre non plus. Donc, s'il ne peut pas le finaliser, je le vois aller jusqu'à la décision avec son cardio, son rythme qu'il pourra tenir plus longtemps en fait que Masvidal. Si Masvidal, et donc c'est pour ça le reste du pourcentage, je verrai un KO de Masvidal dans le deuxième voire troisième round. Mais voilà, si ça dépasse le troisième round, ouais, je vois plus un Covington aller jusqu'à la décision. C'est-à-dire que là où le rythme de Masvidal va baisser, celui de Covington va se maintenir plus longtemps. Il est plus frais, il est plus jeune, il a fait moins de guerre. Pour le coup, ouais, je le vois durer plus longtemps et donc gagner la décision. Donc ouais, 75-80% décision Covington, et pour le reste, bah, petite surprise, on a dit il est imprévisible, Masvidal par KO, deuxième ou troisième round. Voilà. Bon, bah, je pense avoir fait le tour. J'espère que ça a été intéressant. J'espère ne rien avoir oublié. C'est vrai, comme je vous l'ai dit, le fait d'échanger normalement avec mon cher Rolly, ça me permet de faire des fois aussi évoluer ma pensée, et puis de penser surtout à des choses auxquelles je n'ai pas pensé quand j'ai pris mes notes. Mais bon, j'ai essayé d'être le plus complet possible. Rolly va revenir très rapidement. Petite déception pour finir quand même sur le fait que Rafael Dos Anjos contre Rafael Fiziev ne se fasse pas, puisque Fiziev est contrôlé positif au Covid, et donc voilà, le combat n'aura pas lieu. Je suis assez déçu parce que je voulais voir ce test pour Fiziev, qui est un de mes combattants préférés, dans le sens où je kiffe sa boxe, elle est magnifique, et donc voilà, j'aurais bien voulu le voir contre Dos Anjos. Bon, après, si ça se fait, on pourrait peut-être avoir le droit, parce qu'ils en parlent, mais bon, c'est pas sûr, de Rafael Dos Anjos contre Islam Makhachev. Et ça me parle. Ça, j'aimerais bien voir ce combat-là. Parce que Islam Makhachev, bon là, on l'a vu, il a gagné contre Bobby Green, son dernier combat. Mais, voilà quoi. Comment dire, je ne retire rien à sa victoire, parce que ça reste une victoire. Il a été dominant, mais bon, Dan Hooker, Bobby Green, c'est des mecs qui prend en short notice, enfin, c'est des short notice qui viennent et qui essaient de prendre Islam Makhachev, qui n'ont pas le temps de faire un vrai game plan et un vrai camp pour essayer de combattre le lutteur d'exception qu'est Islam Makhachev. Donc voilà, c'est des mecs qui sont plus forts en striking, qui affrontent un mec qui est capable de les amener au sol n'importe quand, même si alors ça a été plus le cas contre Bobby Green plutôt que contre Dan Hooker, mais on voit que voilà, il n'a pas peur d'aller aussi à la boxe, mais bon, voilà, à tout moment il peut décider de changer le paradigme du combat, d'amener au sol et de finaliser l'adversaire contre des adversaires qui sont pas déjà d'une part réputés pour avoir un sol extraordinaire, et en plus de ça qui ne sont pas prêts pour affronter un profil comme celui d'Islam Makhachev. Donc c'est dommage. Voilà, ça aurait été la deuxième déception, c'est qu'on n'a pas vu justement Makhachev contre Beneil Dariush, où là j'aurais voulu voir ce test-là.
Bah là, même si, bon, c'est un short notice, voir Islam Makhachev contre Dos Anjos RDA qui lui est pour le coup bien meilleur en lutte et au sol que ne l'est Bobby Green, là ça m'intéresse. J'aimerais bien voir ce combat, les deux le veulent, les deux l'acceptent. Si ça peut se faire, ça serait génial et ça permettrait d'une part de sauver la carte, oui, enfin de sauver le deuxième combat, le co-main event, parce que la carte elle a pas besoin d'être sauvée avec ce main event qui va tenir, je l'espère, toutes ses promesses et je pense va tenir toutes ses promesses, parce que c'est pas deux combattants qui ont l'habitude de faire des combats chiants. Mais en tout cas voilà, avoir ce deuxième combat là, ce co-main event, si l'UFC accepte de voir s'affronter Islam Makhachev et Rafael Dos Anjos, croyez-moi, ça va être bon. Qui je vois gagner dans ce combat, si jamais il se fait? Alors j'ai pas eu le temps de l'analyser parce que j'ai vu aujourd'hui l'annonce, hier ou aujourd'hui, je sais plus, peut-être hier. Mais bon, pour le coup, là où contre Fiziev, même si j'adore Fiziev, je voyais une décision de Rafael Dos Anjos qui, de par les armes qu'il a apportées, de par le fait de vraiment mixer en MMA et d'avoir une bonne lutte, d'avoir une bonne boxe aussi. On l'a vu contre Paul Felder, qu'il a réussi à contrer un bon boxeur qui n'est pas aussi bon que Fiziev, mais qui est quand même bon avec Paul Felder. Mais grâce à sa lutte et grâce à son sol, je pense qu'il aurait pu user Fiziev et gagner à la décision. Là, contre Makhachev, bon, je vois quand même Makhachev passer face à Rafael Dos Anjos. Si ça se fait, ouais, peut-être une soumission. Ouais, peut-être une soumission, mais je verrais quand même bien Dos Anjos tenir au moins les deux premiers rounds. Donc ouais, peut-être troisième ou quatrième. Voilà, comme ça, juste au ressenti, le fait de ne pas avoir pu analyser véritablement les deux, mais en tout cas voilà, au ressenti, je verrai ça. Donc prions pour que ça se fasse et j'espère voir ce combat et voir un beau co-main event quand même qui sera à la hauteur du main event qu'on aura avec Masvidal et Covington. Bon, bah je pense avoir fait vraiment le tour. N'oubliez pas de vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, de commenter, pareil, vous êtes nombreux à le faire, de liker, de partager les vidéos, de nous faire découvrir au plus grand nombre. N'oubliez pas qu'on est sur toutes les plateformes, donc on est sur YouTube, on est sur SoundCloud, on est sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, toutes les plateformes de podcast comme ça. Donc n'hésitez pas à nous écouter, n'hésitez pas à vraiment essayer de nous pousser, de nous mettre en avant, de mettre les 5 étoiles quand il faut. Enfin voilà, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de truc, mais bon, n'hésitez pas à le faire. Ça coûte rien, ça mange pas de pain. Nous, ça nous donne de la visibilité, ça fait découvrir notre podcast au plus grand nombre. Donc voilà, visiblement notre analyse est appréciée par les gens qui aiment les podcasts longs par contre, parce qu'on fait des podcasts longs. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas vraiment à nous pousser, à nous donner un peu de force juste en 2 clics, c'est-à-dire en vous abonnant et en likant. Donc voilà. On vous remercie en tout cas pour ceux qui le font et en espérant que d'autres viendront le faire un petit peu plus. Merci à tous, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et à très bientôt et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez, si ça n'a pas été trop laborieux, le fait que j'ai fait ce podcast tout seul. Allez, salut à tous!